Taoui, 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 Taoui. Taoui FM. Vous écoutez Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Daniel Margueron qui vient au nom de la Société des études océaniennes. Alors, tu viens parce que vous allez sortir un ouvrage, mais tu viens aussi parce que tu vas faire une conférence pendant le salon du livre. Surtout pour présenter le nouveau bulletin qui va sortir pour le salon. Les conférences, j'interviendrai, mais pas spécifiquement cette fois-ci, parce que moi j'ai préféré aider à la construction de ce bulletin, et puis écouter les gens qui viennent. Ah oui, alors donc, cette année tu te mets un petit peu en retrait. Un petit peu en retrait, donc. Mais tu vas intervenir quand même, parce que sur toute cette littérature océanienne qui vient depuis Tahiti. C'est vrai que c'est un peu ma tasse de thé. Ma tasse de thé, oui, mon fonds de commerce, je dirais, avec commerce bénévole, bien sûr. Mais non, mais je suis très intéressé d'écouter aussi les autres, je dirais. Et donc, je vais écouter les conférences, je vais pas participer peut-être au débat, mais j'ai vraiment envie d'écouter les gens qui viennent d'ailleurs, parler de leurs expériences ou même de leurs ouvrages, tout simplement. Parce que depuis que tu avais écrit ton essai, est-ce que tu as découvert d'autres auteurs qui seraient plus contemporains Oui, mais dans la mesure où j'ai poursuivi mon travail de lecteur et que début octobre, je suis revenu de France avec, comme chaque année, 40 à 50 kilos de livres trouvés ici ou là en France sur des écrivains, des auteurs, sur des gens qui ont écrit sur le Pacifique et donc on ne connaît pas forcément très bien ici. Donc si tu veux, j'ai toujours continué, je continue toujours d'ailleurs à lire, à écrire, à publier ici ou ailleurs, en France aussi, sur la littérature, sur les littératures de Polynésie. Alors, est-ce qu'il y a une constante dans toutes ces littératures sur la Polynésie ? La constante, c'est la géographie, c'est-à-dire l'île, l'insularité, la vie, la végétation, la nature, plus tous les fantasmes qui traînent et qui continuent. Et après, c'est décliné suivant les auteurs, leur vécu, leurs illusions, leurs désillusions. Voilà, et puis leur ancrage en Polynésie, parce qu'un auteur polynésien va s'exprimer autrement sur son pays qu'un auteur de passage, ou même qu'un auteur qui vit en permanence ici, et qui écrit sur la Polynésie, mais qui n'est pas d'origine forcément polynésienne. Donc ce sont des points de vue, ce sont des points de vue différents, et c'est vraiment intéressant de voir que sur des thèmes identiques, eh bien les écrivains peuvent, selon leur origine, géographie, technique, linguistique, etc., peuvent avoir ont d'ailleurs des points de vue tout à fait différents. Et c'est pour ça qu'il faut les distinguer, parce que quand Chantal Spice écrit, c'est pas la même chose que Alex Duprel, ou bien Prudhomme, ou bien Bougainville, on va dire. Ce ne sont pas les mêmes points de vue, parce que c'est pas le même ancrage dans la Polynésie. Donc c'est intéressant de les distinguer avant d'étudier ce qu'ils disent sur la Polynésie. Oui, c'est comme si on revient au film et avec une caméra, c'est sur un même paysage, la façon de prendre en photo ou en film ou de cadrer. Tout à fait, ce sont des points de vue, tout à fait. Ouais. Et tu as une prédilection pour un certain style de littérature sur l'Océanie ? Écoute, moi je suis toujours particulièrement intéressé par ce qui est nouveau, par ce qui se crée. Alors, tous les écrivains polynésiens me passionnent, parce qu'ils ont une manière de parler, d'écrire, certains, parce que certains travaillent leur style, ou alors certains ont des postures culturelles ou autres qui ne correspondent pas toujours à la réalité de leur écrit. Par exemple, il y a une revendication culturelle très forte, mais quand on lit leur texte, on s'aperçoit qu'il y a plus d'eau dans leur vin, je dirais. Et donc c'est intéressant de voir qu'on peut avoir une position personnelle un petit peu ferme et stricte, mais que dans ce qu'on écrit, on est beaucoup plus... alors, pour parler plus précisément, il y a deux, comment dirais-je, il y a deux postulations ici. L'une, c'est la culture racine,
la culture tradition, la culture tout mou, enfin et l'autre c'est la culture relationnelle, c'est-à-dire le métissage. Et donc il y a beaucoup d'écrivains qui sont dans une posture dogmatique assez forte, mais quand ils écrivent, on se rend compte qu'on est en plein dans l'autre Polynésie. C'est-à-dire donc ils sont un peu en conflit entre des positions qu'on peut avoir, comme un homme politique peut avoir des positions, et puis dans la réalité, il navigue avec, il les construit. Donc il y a un double langage quelque part je crois que c'est pas forcément un double langage. Il y a la nostalgie d'une identité entre parenthèses pure qui était déjà qui jamais été pure. Du fantasme. Voilà, tout à fait. Et puis une réalité qui montre que la Polynésie, elle s'épanouit davantage dans le relationnel, dans la pirogue, dans le voyage, et on revient à notre thème d'ailleurs. Hein. Alors là, dans ce bulletin, il est très beau. Il y a la sphère, et puis il y a le voyage, il y a ces îles. Là. Et il y a quand même la modernité, puisqu'il y a des pirogues, des oiseaux, mais il y a des avions et des bateaux. Il y a Airtet Inouï. En haut, il y a la Ranouï aussi, qui entre dans le champ. Oui. On a essayé de faire en fait, c'est une vision à partir d'un hublot. Une vision d'une île. D'une île rêvée aussi, enfin de tout. Tout qui se mélange avec le contemporain et puis le passé et le rêve aussi. Et puis, les pages du livre, les vagues qui sont les pages du livre en quelque sorte. Hein. Alors qui y aura-t-il dans ce on a essayé de construire un bulletin qui conjugue les différents points de vue sur le voyage et la navigation. Donc il y a le point de vue polynésien, bien sûr, qui est exprimé par Jean-Claude Terriero-Tereille, et ainsi que Iria Otino, qui était le capitaine. Qui en a fait un pour de vrai sur une pirogue. Voilà, jusqu'à Shanghai. Voilà. Et puis il y a donc le point de vue occidental, alors notamment la traduction inédite d'un récit de voyage espagnol du deuxième lieutenant de Boeneckia. Et puis, progressivement, on avance. Alors, on a aussi le premier tour de l'île de Cook et de Banks en 1769. Et puis progressivement, on arrive dans la modernité avec une interrogation. Peut-on réhabiliter aujourd'hui le voyage? Et puis une analyse sur le voyage de la Ranouï, puisque la Ranouï est un des moteurs du tourisme polynésien et est un des bateaux qui permet de découvrir la Polynésie. Et puis qui allie aussi la réalité économique en allant livrer les îles, et aussi qui fait rêver les voyageurs. Tout à fait. Et c'est vrai que la Ranouï à la fois apporte des moyens de subsistance aux gens qui vont dépenser sur le même Ranouï, parce que c'est la Ranouï qui amène la marchandise. Donc en fait, c'est du l'un dans l'autre. Absolument. Du deux en un. Du deux en un, tout à fait. Et alors tu dis réhabiliter le voyage. Pourquoi réhabiliter le voyage? Parce qu'en fait, on a tous une idée dans la tête du voyage un peu philosophique. Mais aujourd'hui, quand on regarde la carte des avions qui circulent au même moment dans le monde, avec des dizaines de milliers de voyageurs, on se rend bien compte que le voyage est plus tellement philosophique. C'est-à-dire qu'il est banal, on va partout, il n'y a plus de bout du monde, ça n'existe plus le bout du monde. Peut-être pour ceux qui n'ont pas encore voyagé, il y a un bout du monde quand même. Mais tout le monde a un peu voyagé. Là, tu parlais peut-être sur les écrivains. Oui, non, mais disons que la télévision nous permet d'aller partout. On va à Ushuaïa et puis après on s'en va à Labrador, etc. Donc en fait, l'idée du voyage un petit peu difficile, délicat, qui était une expérience humaine. Très souvent, si on vient en Polynésie, qu'on va dans les hôtels, il n'y a pas d'expérience humaine. Je veux dire, on voit personne, on voit les femmes de ménage qui sont polynésiennes. C'est-à-dire que c'est comme le voyage aventure. Voilà, le voyage. Oui, et puis avec quand même quelque chose de la découverte de l'altérité. Voilà, la quête et la découverte de l'altérité. L'autre, comment est-il, comment vit-il, etc. Moi je pense que si on va des aéroports aux grands hôtels internationaux et un tour de l'île dans un bus climatisé, je crois pas qu'on voit grand-chose d'un pays. Autant de rester devant sa télé. Voilà. Et puis il y a des pays, on l'a vu comme je sais pas, l'Égypte, la Tunisie, qui ont construit des grands complexes internationaux touristiques où les gens viennent d'Europe, mais ils voient rien du pays. Je veux dire, ils viennent sur une plage. Voilà. Donc il y a quand même un besoin chez un certain nombre de gens d'avoir de vivre un voyage où on rencontre les gens, où on découvre
découvre et on comprend un peu la culture, etc. Donc la question que je posais, c'était peut-on réhabiliter le voyage? Alors en réalité, oui, bien sûr qu'on peut Le réhabiliter. voyage, comme les humanistes un petit peu le pensaient aussi. Voilà, oui, c'est ça, tout à fait. Et alors, justement, passer par le truchement du livre, du conte de voyage, c'est peut-être une façon de préparer aussi de son aventure. De lire le livre avant de faire le voyage. De lire des livres. De lire des livres. Des oui. livres. Alors, le problème, c'est tout à fait exact, hein, mais c'est un des problèmes de toute la littérature polynésienne, c'est que les gens qui venaient ici, ils ne voyaient pas la réalité, ils voyaient la réalité à travers les livres qu'ils avaient lus. Donc, ils avaient l'impression de revoir Bougainville, Loti et les autres. Or, la réalité... Non, ils sont plus là. Oui, bah non, non seulement ils sont plus là, et puis bon... Et puis c'est pas tout à fait comme ça. Quand on voit l'actualité dans les journaux, on n'est pas trop dans le fantasme, hein, je veux dire, on n'est pas trop dans le rêve et dans le mythe. Hein, si, certains qui signent oui. des trucs sont dans le mythe, oui, le rêve, mais parfois, bon. Parfois, oui. Oui. Non, mais c'est très difficile de voir, je pense, un pays indépendamment de tous les filtres culturels qu'on a. Alors, quand on reproche à Bougainville de ne pas avoir vu le pays tel qu'il était, il était le produit de son époque. Je pense que beaucoup de gens d'ici qui vont en Amérique, ils voient l'Amérique avec leur filtre culturel. Ils ont l'impression que c'est le pays de l'argent, du bonheur, de la richesse, etc. Alors qu'on sait très bien que l'Amérique, c'est aussi autre chose que ça. Voilà. Donc, voilà, il faut de toute façon voyager, mais il faut essayer de voir de sentir les choses, voilà, de sentir, d'avoir la juste sensation de la différence quand on a quitté sa maison et qu'on découvre un pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le mélange des populations, eh bien, l'exotisme, on l'a chez soi. Je veux dire, dans le métro de Paris, il est exotique, le métro de Paris. On va à Saint-Denis, autour de Paris, on n'est plus tout à fait en France, hein, on est dans une nouvelle France. Hein. Donc, c'est intéressant de voir qu'il n'y a plus de bout du monde, l'exotisme est chez soi, donc il y a quelque chose quand même à découvrir, hein, et peut-être pour se changer un peu soi-même, pour changer et découvrir les autres. Et découvrir les autres, voilà. Eh bien, écoute, Daniel, on va déjà prendre la première étape du voyage. Ça va commencer jeudi au Salon du Livre. Voilà, tout à fait. Ah, donc, on t'y retrouve avec tous les amoureux de la lecture et du voyage. Voilà, et on espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendront découvrir cette littérature du voyage qui est un des mobiles de l'histoire humaine, hein, le voyage. Ah ben c'est comme ça qu'on est parti, nos ancêtres sont partis d'un petit bout de l'Afrique pour et les Polynésiens aussi. Un jour ils sont partis. Tous, mais d'abord ça a commencé par l'Afrique quand même. Au tout début, et puis ça c'est absolument. Enfin bon, on va pas aller si loin. Hein. On ira à la Maison de la Culture jeudi. Voilà. Merci Daniel. Au revoir. Tawi FM, la meilleure radio du Fénouan.